Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant MMANA. Aujourd'hui, on va réaliser quelque chose d'un peu plus complexe que la dernière fois, à savoir un dipôle monobande. Cette fois, on va réaliser une Yagi biband de VHF UHF. C'est une antenne que je connais bien puisque je l'ai déjà réalisée cet été. On va refaire l'exercice, ça nous permettra de passer à travers les fonctionnalités du logiciel. Ok, je me base sur des mesures qui sont données par un OM sur ce site. Je vous mettrai le lien en description. Je sais que c'est fonctionnel puisque je l'ai déjà réalisé, hein, comme déjà dit. On va pas prendre de risque, on va partir là-dessus. Donc, c'est une Yagi biband, 2 mètres 70 cm, 5 éléments pour le 2 mètres, 8 éléments pour le 70 cm. Après, vous pouvez réaliser n'importe laquelle des antennes qui se trouvent là-dedans, hein, c'est totalement égal. Mais en gros, chez moi, ça donne ça. Voilà, ça donne ce qu'il y a sur la photo. C'est pas la mienne celle-là. Je vous mettrai quelques photos de la mienne en fin de vidéo, mais elle est très très similaire. Voilà. Je l'ai polarisé en vertical, moi, de mon côté. Je l'utilise principalement pour les relais de la région, donc voilà. Je l'ai polarisé plutôt en vertical, ça m'arrange mieux. Donc, si on démarre dans MMANA, on voit que par défaut, on est sur la fenêtre géométrie, l'onglet géométrie. On va lui donner un nom, hein, simplement. Voilà, on va l'appeler Yagi VHF UHF. Et on va lui donner une fréquence. Alors évidemment, là, il faut trancher, vu qu'il y a deux fréquences. On va dire qu'on va commencer par la VHF, on va lui dire 145 MHz pour démarrer. Voilà. Le deuxième élément, c'est View, donc on va se retrouver avec ici, on va revenir à plusieurs reprises ici, voir à quoi ressemble notre antenne durant sa modélisation. Et la fenêtre la plus importante pour le design, c'est la fenêtre Calculate. Donc, dans la fenêtre Calculate, on va pouvoir ajouter des éléments, les éléments de mon antenne, donc les 5 et 8 éléments. On va tous les ajouter à la suite, d'ailleurs, les uns après les autres. Donc, avec Element Edit, ici, on a la possibilité d'ajouter autant d'éléments qu'on veut. On a un premier élément que j'ai ajouté, donc qui est V-line, ça c'est la forme, c'est-à-dire qu'on a un élément vertical. Pour changer la forme de l'élément, c'est ici que ça se passe, on voit qu'on a déjà un certain nombre de formes prédéfinies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une ligne parallèle à Z, c'est-à-dire donc un élément vertical. On peut renseigner ici sa hauteur et sa distance par rapport à l'extrémité du boom. Voilà. Je vais redimensionner la fenêtre pour pouvoir aller piquer les informations directement depuis le site de l'OM qui a designé l'antenne au départ. Donc je rouvre cette fenêtre et on va aller renseigner chacune des mesures. Ah, c'est parfait. Voilà. Donc, la première, elle est évidemment comme position à 0 par rapport à l'extrémité du boom. On va commencer à une extrémité du boom et elle fait une hauteur, l'élément fait une hauteur de 1 mètre 0,34. Donc on voit qu'on va faire une petite conversion, 1 mètre 0,34 ici pour la hauteur. Voilà, on a notre premier élément. On va continuer à ajouter chacun des éléments, donc on va ajouter le deuxième élément, voilà, qui est également vertical. Automatiquement, il nous le place à 0,344. C'est pas tout à fait ce qu'on veut par rapport aux informations de l'OM, donc on va aller avec 0,160 par rapport à l'extrémité du boom. Cet élément est un élément pour l'UHF, pardon, à mon avis, vu sa longueur. Donc on est à 0,322 pour la hauteur de l'élément. Et puis on poursuit. Donc on continue. Donc on est à 0,280 et une longueur de 0,972. Voilà. Il ne m'a pas pris la valeur ici parce qu'il faut finir par Enter. Alors ça c'est un peu particulier. Voilà, il faut absolument que je prenne le réflexe. Si on sort de la cellule sans avoir fait Enter, il ne prend pas en compte les données qu'on a entrées.
Ça, c'est un peu pas très ergonomique, je trouve. Voilà. Mais bon, faut s'y faire. Donc ici, on est également sur un élément vers UHF. Donc 321. On continue. Je vais faire une petite ellipse. Donc je vais aller jusqu'au bout de ça et je vous reprends ensuite. Voilà. Tous les éléments ont donc été créés. J'ai mes 13 éléments, UHF, VHF. Donc, si je contrôle par rapport aux tables données sur ce site, on a les valeurs correctes normalement. Je revérifie encore une dernière fois. On a les distances 0800, 0950, 980, etc. Voilà, et également au niveau des longueurs, on va avoir les éléments ici qui sont UHF ou VHF en fonction de ce que ça donne. Voilà. Si on veut voir à quoi ressemble rapidement notre antenne, je vais aller ici, et on a bel et bien donc notre antenne qui ressemble furieusement à ce qu'a 1000 ohm en photo. Donc si on vient ici sur le site, on a quand même quelque chose qui commence à ressembler pas mal et assez rapidement à l'antenne que l'OM a montré. Bien que j'ai deux éléments ici qui ont l'air un peu proches l'un de l'autre. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas eu une erreur ici par rapport à ce qui nous a indiqué dans les distances entre 950, 980, 1,16, 1,45. 1,45. Ah, voilà. Voilà où était l'erreur. Donc on voit que visuellement, ça nous saute aux yeux. Donc si je viens ici et puis que je corrige à 1,45, si je retourne dans View, on n'a plus ces deux petits éléments ici, qui étaient celui-ci et celui-là, qui étaient quasiment collés. Donc si on regarde, voilà, alors ça c'est live, hein. Si on regarde ici à quoi elle ressemble, on peut constater que cette fois, on a le même nombre d'éléments et aux bons endroits. Ce qui tout à l'heure était évidemment pas le cas. Donc là, ça devrait déjà être mieux par rapport à ce qui est annoncé, en tout cas plus cohérent par rapport à ce qui est annoncé. J'ai pas l'impression comme ça qu'il y ait d'autres erreurs, mais de toute façon, on verra bien ça au fur et à mesure. Ok, donc là, je sauve mes éléments et je repasse en plein écran sur MMANA. Ce qui nous manque actuellement, si on va dans View, on a la même chose. Ce qui nous manque, c'est une source d'alimentation. Pour pouvoir alimenter cette antenne, il faut décider quel est l'élément radiateur. Voilà. Il y a des directeurs, il y a des réflecteurs, et il y a un élément il y a un seul point d'alimentation dans cette antenne, hein. Il peut arriver qu'il y en ait deux sur certaines. Là, il y en a un seul. Donc, on va aller voir quel élément est je vais mettre ça en plus grand, quel élément est le radiateur chez lui. Donc c'est le troisième élément en partant de l'extrémité du boom. Donc, si on vient ici, c'est donc cet élément-là. Voilà. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? Je peux. Donc pour ajouter une source d'alimentation, on va venir ici et on a la possibilité d'ajouter ou de déplacer des sources d'alimentation. On va dire que ça se trouve center of wire, c'est donc au centre du câble, même si en l'occurrence nous c'est un tube, mais peu importe. Voilà, on voit qu'on a un point ici, c'est indiqué là-haut également, source, donc c'est des points rouges ici. On peut également avoir des selfs et des choses comme ça, mais dans cette antenne, c'est pas nécessaire. Donc, maintenant qu'on a une source, on est en capacité de calculer le rendement de cette antenne. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure lorsque nous n'avions pas de source. Donc, on voit qu'on est au niveau du sol, de la configuration du sol, on est sur un sol réel, avec des paramètres que j'ai laissés par défaut, n'ayant pas été mesuré la conductivité de mon sol et autres, je pars sur les valeurs par défaut. D'expérience, pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est très similaire. Alors j'ai peut-être la chance d'avoir un sol très similaire à ce qui est défini par défaut dans MMANA.
j'en sais rien. Faites l'essai chez vous. De mon côté, en tout cas, ça marche. Voilà. Le matériel. Alors là, c'est un matériel fictif. Hein. No loss, ça veut dire sans perte. Nous, on n'a évidemment pas un matériel sans perte, puisque ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Donc, on va utiliser des tubes alu. C'est ce que j'ai utilisé réellement. Donc, AL pour alu et pipe pour tube. On voit qu'on a la possibilité également d'avoir des fils de cuivre, des fils d'alu, de fer ou de définir ses propres caractéristiques de matériaux. On va en tout cas pas aller jusque-là. Voilà. Donc, on va partir sur des tuyaux en alu. Voilà. Et on va lancer le premier calcul de notre antenne. Voilà. On voit que on a 1,8 de ROS, de SWR ici, à 50 ohms pour le point d'alimentation. Donc on voit que l'impédance réelle au point d'alimentation est de 46 ohms, pas 50, et donc on a un petit toast. Mais je me rends compte qu'il est repassé en perfect au niveau du sol. On va le remettre en real et on va relancer le calcul. Ok, ça n'a rien changé par rapport à notre ROS. Une fois qu'on a lancé ce calcul, on a la possibilité d'aller voir le diagramme de rayonnement. Voilà. On voit qu'elle est directionnelle. On espère, hein, c'est quand même ce qu'on voulait, vu le nombre d'éléments et de directeurs qu'il y a. On a donc plusieurs informations ici. On a son gain maximal. Donc le gain est de 9,7 dBi. Donc quand même quelque chose de pas mal. Hein. On est à 7, plus ou moins à 7 dBd. Donc par rapport à un simple dipôle qu'on aurait, tout simple, vertical ou horizontal, peu importe, mais on aurait quand même 7 dB de gain, ce qui est pas négligeable. Hein. C'est plus de 4 fois la puissance apparente dans le lobe que j'ai sélectionné en ce moment. Voilà. On a un deuxième lobe avec un gain de 7,5 dBi ou de 9,7 ici. On nous donne aussi le rapport avant-arrière, hein, front-back ici, qui est de 13 dB. Donc là, on se rend compte qu'elle est très directionnelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment 13 dB en front par rapport à l'arrière. C'est vraiment pas mal. Et on a 1,9 de ROS pour 145 MHz. Voilà. La hauteur au sol est de 1,70 m. C'est peut-être là-dessus qu'il faut agir. On va changer notre hauteur. On va la mettre à 3 mètres du sol. Voilà. Et on va refaire l'essai. Pardon, j'ai cliqué à côté. Voilà. On voit que ça a baissé un tout petit peu notre os, mais que ce n'est pas significatif. Bien. On a également une deuxième fréquence à laquelle il faut qu'on teste notre antenne, c'est les fréquences UHF. On va prendre une fréquence médiane, voilà, qui est de 433 MHz. Donc si on vient ici, on peut aussi mettre 433 MHz. Ça va propager ça dans le calculate ici. Et on va lancer notre calcul. On voit qu'il va commencer à faire le calcul. Et voilà. Alors là, on a un souci, c'est que notre antenne n'est pas fonctionnelle en UHF. On va voir le diagramme de rayonnement qui est très différent, hein, à 3 mètres pour une longueur d'onde qui est de 70 cm. Évidemment, on est à plusieurs lambda du sol, donc le diagramme de rayonnement est très différent. Ok, donc quel est le problème? On a dû se tromper quelque part. On voit qu'ici, on n'est plus du tout à l'impédance attendue, hein, de 50 ohms. On est largement loin. Bien, donc ce qu'on constate, c'est que notre antenne n'est pas fonctionnelle en UHF et elle n'est pas bien réglée pour la VHF. Un élément qu'on a oublié de setter quand on a défini les éléments, ici, c'est le rayon des éléments. Leur diamètre également, là c'est le rayon qu'on renseigne. Donc évidemment ça peut changer pas mal la donne, hein. Donc là on a créé des tubes très fins en fait, puisqu'ils ont un rayon de 0,8 mm, donc on est vraiment sur quelque chose de très fin, 1,6 mm de diamètre. Ok, c'est pas la réalité. On va aller voir ce que nous donne comme métrique notre cher ami ici.
Donc lui, il a travaillé, on s'est basé sur cette colonne-là hein, pour définir les longueurs d'éléments. Donc il faut aussi renseigner les diamètres de tubes. Donc on va revenir ici, on va faire comme tout à l'heure pour se faciliter la vie. Donc les éléments sont là et on va commencer à les renseigner. Donc tous les éléments, sauf le radiateur, sont de 8 mm de diamètre. Voilà. Donc on va lui dire 4 mm pour le rayon, ce qui est logique. Voilà. Donc, on va changer toutes ces valeurs. Comme tout à l'heure, hein, Enter pour valider. On va venir, voilà, passer toutes ces valeurs à 4 pour le rayon, c'est-à-dire 8 pour le diamètre. Voilà. Et l'élément, donc, radiateur, qui est le troisième élément, lui, il est à 12. Donc, on va lui mettre un rayon de 6. Ok, on a sauvé ça. Et on va relancer le calcul pour 145 MHz. Peut-être que c'est ça qui nous manquait au niveau de la configuration. Et voilà. Donc, ici, on est passé de 1,8 de ROS à 1,1 de ROS, ce qui rend l'utilisation de cette antenne possible, sans aucun problème. Voilà. Si on va voir dans le diagramme de rayonnement, on voit que le diagramme de rayonnement a également changé un petit peu par rapport à tout à l'heure. On voit que le gain également a changé. Hein. On a un gain bien plus intéressant de 12,5 dBi, sauf erreur tout à l'heure, c'était 9 quelque chose. Donc là, on est sur 10 dB de gain, hein, pratiquement 10 dBd de gain, pardon. Donc par rapport à un dipôle, cette fois, on est à 10 fois la puissance, la puissance apparente rayonnée correspondra à 10 fois ce à quoi ressemblera cette même puissance pour un dipôle simple, donc dans le sens évidemment du lobe. Le rapport avant-arrière a également augmenté, ce qui fait qu'elle est devenue encore plus directive. Hein. On peut voir ça ici. Si on regarde dans le même sens, voilà, cette antenne, on a un super diagramme de rayonnement maintenant qui est bien directionnel. Voilà. Si on retourne dans Calculate, on va tester pour l'UHF. On va se mettre sur 433 MHz et on va relancer le calcul. Là, il nous fait le calcul 1,08. Donc là, on est tout à fait bon pour l'UHF. Si on va voir le diagramme de rayonnement, il est tout à fait différent que celui de la VHF. C'est normal, la distance au sol est la même pour l'une et pour l'autre, mais elle ne représente pas la même chose en lambda. C'est-à-dire que pour la VHF, on est à, je ne sais plus quelle hauteur on est, à 3 mètres. Donc en gros, on est à 1 et quelques lambda. Pour l'UHF, qui est du 70 cm, on est à plusieurs lambda de hauteur, ce qui fait que ça va agir assez radicalement sur le diagramme de rayonnement. On voit qu'on a également un angle d'attaque qui est beaucoup moins élevé. Il nous est donné ici, donc on a un résumé ici hein, du gain maximum pour l'antenne, de l'élévation de l'angle d'attaque. On voit qu'on a un angle d'attaque qui est beaucoup plus plat pour l'UHF que la VHF, ce qui est logique de nouveau, puisque ça ne représente pas la même hauteur en lambda par rapport au sol pour l'une et pour l'autre. On a également un gain qui est différent pour l'un et pour l'autre, et on a un rapport avant-arrière qui est également différent. Alors maintenant, on peut s'amuser un peu avec notre antenne ici. On peut aller dans View. Alors il faudrait que je relance le calcul. Je vais relancer le calcul pour l'UHF, on est en UHF. Si je relance ce calcul, on va avoir bien sûr ces diagrammes de rayonnement ici, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également ici les ventres et nœuds de tension. Voilà, oh là là. Alors attention. Voilà, on va avoir. Alors c'est pas super vu. Alors ça, c'est pas extrêmement ergonomique. Mais voilà, bon, j'arrive pas à vous le montrer mieux que ça. Mais on comprend bien ce que c'est censé représenter. Donc on voit pour chaque élément comment il va rayonner ou pas. Donc on voit que les éléments, même les éléments conçus pour la VHF,
vont rayonner pour une fréquence qui sera seront également feront partie de l'équation quand il s'agira de calculer le rayonnement pour l'UHF. On peut faire le calcul également pour la VHF ici. On relance le calcul, on se retrouve avec notre 1,1 de Ross, de SWR, et avec un diagramme de rayonnement différent. On a cette fois, voilà, des courants. Je suis désolé pour l'angle, il n'est pas extraordinaire, mais voilà. Ah, peut-être que je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Non, c'est pas beaucoup mieux. Ici. Voilà. Non, c'est un peu trop agressif. Bon. Je suis désolé, j'arrive pas à vous le faire mieux. Mais on voit que cette fois, les éléments pour l'UHF ne rayonnent quasiment pas, sont quasiment neutres. Par contre, les éléments VHF, eux, sont mis à contribution pour le rayonnement de l'antenne lorsqu'on l'alimente avec 145 MHz. Donc on voit bien nos 5 éléments ici qui deviennent actifs. Voilà. Un autre élément qui est intéressant quand on est dans le calcul ici, dans le diagramme de rayonnement, c'est de lui demander une vision en 3D de ce diagramme de rayonnement. Alors, tiens, ici c'est un peu plus maîtrisable. On voit la même vue qu'on a derrière, mais en 3D. Ça nous montre vraiment les lobes, l'élévation et ce qu'on peut attendre de cette antenne. Voilà. Donc là, on voit qu'on est sur quelque chose de tout à fait correct et de tout à fait utilisable. Voilà. On peut s'amuser encore avec une fonctionnalité qui est Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit aller dans Plots et lui demander des caractéristiques plus précises encore sur notre antenne. On va lui demander par exemple la résonance. On va lui dire de calculer ça. Voilà. Et maintenant, on va aller voir notre SWR. Ça nous donne la bande passante de cette antenne, par exemple. La bande passante en dessous de 1,5 de SWR, donc de Ross, est définie ici. Il la donne pour 1,5 et pour 2. C'est exactement ce qu'on voit dessous. Hein. On voit qu'on est à 1,5 ici, 1,5 là, 2 et 2 là. On voit qu'on a une bande passante qui est, allez, pour le 2 mètres, elle est tout à fait utilisable sur l'ensemble de la bande des 2 mètres. Voilà. On peut faire le même exercice pour l'UHF. Je crois que vous avez compris le principe de toute façon. Maintenant, on va lui faire recalculer. Alors, chaque fois, il faut relancer un calcul parce que c'est sur cette nouvelle fréquence qui va se baser. On va lui demander de nous refaire un calcul de la résonance. Voilà. On voit que derrière, alors ça va lui prendre un petit peu plus de temps. Il va faire quelques calculs. On voit que derrière, il est en train de jouer sur plusieurs fréquences. En fait, il relance le même calcul sur plusieurs fréquences. On le voit ici. Il essaye de scanner la bande passante qu'on lui a donnée, si on veut, qui est de 8 mégas ici. Donc, c'est comme si on utilisait un analyseur d'antenne virtuel sur cette antenne qu'on a designée. Voilà. Et de nouveau, on peut avoir notre SWR qu'on voit ici. Et oh là là, on est vraiment bien sur une très large bande passante. Hein. Donc, ça, allez, on va dire il faudrait que ça fonctionne de 430. Alors là, par contre, il nous a donné pour des fréquences qui sont quelque part. Ouais, bien sûr, on lui a donné. Il prend une bande passante de 8 mégas parce qu'on lui a demandé ça ici. On pourrait aller beaucoup plus haut en bande passante et lui demander de calculer ça pour une plus grande bande passante. Là, il y a le rapport avant-arrière pour de nouveau une plage de fréquences. On a également le SWR qui est donné, pardon, l'impédance qui est donnée ici pour ces différentes fréquences. Voilà, donc on voit qu'on peut aller vraiment assez loin. Ah, là j'ai relancé le calcul, ça risque d'être un peu long. J'ai lancé le calcul pour tous les points, enfin comment dire, plus de points que ce qu'il avait calculé tout à l'heure. Donc voilà, il nous fait une courbe un peu plus progressive dans laquelle on a un peu plus de détails. Je pense qu'il l'a aussi fait pour le SWR. Voilà.
Donc, on voit qu'on a notre antenne qui est fonctionnelle comme ça. On peut, alors, dans le cas on va reprendre la VHF, on voit qu'on était à 1,1. On peut peut-être descendre un peu plus. Donc, on va lui demander d'optimiser. Alors, la fenêtre d'optimisation permet de tester toutes sortes de combinaisons entre les différents éléments. Ce que je vais faire, c'est que avant de lancer ça, je vais sauver l'antenne. Je vais l'appeler, allez, démo VHF UHF. On va l'appeler comme ça, histoire de pouvoir revenir à ce point-là si l'optimisation nous casse quelque chose. Normalement pas, mais voilà. Donc dans la fenêtre d'optimisation, on peut choisir ce qu'on vise. Une amélioration du SWR, un match parfait, enfin certains éléments comme ça sur lesquels on peut régler. L'élévation, une élévation parfaite, on veut privilégier le rapport avant-arrière par exemple, on veut privilégier le gain, si on lui dit optimise le gain, recherche par test la configuration qui est la meilleure pour optimiser le gain. Donc là, on va laisser le gain au milieu, le rapport avant-arrière au milieu, on va lui augmenter un peu le SWR. Puis ensuite, on définit les éléments qui vont prendre part à ces tests. Si on lui dit tous les éléments, il va prendre, je ne sais pas le temps que ça va prendre, on va faire l'essai ensemble. On va lui donner tous les éléments qu'on a créés tout à l'heure. On voit qu'ils ont une valeur ici par rapport enfin, comment dire, il va tester toutes les longueurs et toutes les positions sur le boom. Ok? Donc, il va tester toutes les combinaisons possibles entre les longueurs d'éléments et les distances par rapport aux uns et aux autres entre eux. Voilà. Donc, si on lui demande de lancer ça, on voit que derrière, il tente des combinaisons. Il va en tenter un grand nombre, puisqu'il y a pas mal d'éléments. Pour chacun, il va gérer la longueur, pour chacun, il va gérer la distance par rapport à l'extrémité du boom, etc. Donc, on va le laisser tourner comme ça, et on voit qu'il fait le calcul dessous. Hein. On voit que pour chacun, on a l'impédance qui varie, on voit qu'on a parfois le SWR qui varie, on voit qu'on a le gain qui tout à l'heure variait, maintenant il a l'air d'être stabilisé, je ne sais pas sur quel élément il est en train de travailler, mais on le laisse tourner comme ça quelques instants. Je vais le laisser tourner et puis on reviendra après avec le résultat des calculs. Voilà, le calcul est arrivé à son terme, donc ça lui a pris 238 secondes, donc voilà, quelques minutes. C'est pas délirant, hein, il y a quand même 13 éléments. Il doit tester pour chacun jouer sur la longueur, pour chacun jouer sur la distance sur le boom. Il y a du boulot, hein. On ose difficilement imaginer ce que ça aurait pu donner si on avait dû tester ça manuellement sur une antenne physique. Voilà. Donc il demande si je veux sauver le rapport, si on veut, de tout ce qui s'est passé derrière. On voit qu'on a gagné un petit peu. Je vais lui dire non. On voit qu'on a gagné un petit peu sur le SWR. Cette fois, on est passé en dernier à 1,03 de SWR. On lui avait dit que c'était ça qu'on cherchait, donc on a gagné encore un petit peu. On a gagné également un tout petit peu, c'est étonnant, en gain et en rapport avant-arrière. Maintenant, si on le relance, voilà, il nous le calcule avec ses nouvelles dimensions. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc rien n'a été cassé au niveau du diagramme de rayonnement. Tout est encore là et on retrouve bien les valeurs qu'on a tout à l'heure. On est sur une antenne bibande, donc je vais quand même aller vérifier si ça n'a pas dégradé le rendement en UHF. Donc là, on va le refaire calculer en UHF. Et on voit qu'on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc en fait, on a optimisé encore un petit peu ce que nous donnait l'OM par rapport à son plan de base, en laissant tourner simplement ce logiciel qui s'est chargé de faire tous les tests nécessaires. Donc maintenant, si je veux réaliser réellement l'antenne, eh bien, je vais simplement aller dans Calculate ici, prendre Element Edit, pardon,
On voit qu'il a joué un tout petit peu sur et sur les longueurs, en fait, et sur les longueurs des éléments, et sur les distances entre les éléments. Avant, on avait des valeurs arrondies. Alors, bon, ça se joue à vraiment, vraiment pas grand-chose, hein, à quelques millimètres. Mais bon, on part du plus précis qu'on peut. Comme ça, après, évidemment, dans la réalisation, c'est pas... Voilà, on descend pas à ce niveau de précision. Ok, donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à imprimer ça et à réaliser l'antenne. Voilà. Donc, voilà pour la réalisation de cette Yagi B-band, pardon, sous MMANA. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce vers le haut, de la partager et sentez-vous libre de vous abonner, comme ça vous serez notifié lors de l'ajout des prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite très à tous et à bientôt.